On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour préparer 2023 et là je vous ai ressorti la Bank of America, donc la dernière lettre de Bank of America qui est sur la projection 2023 et où il donne les top 10 trades globalement et un petit résumé. Globalement, le seul bémol que je trouve, c'est que je suis d'accord globalement avec quasiment tout. Et ça me gêne toujours un petit peu quand on a des gros analystes mainstream comme ça, évidemment, avec lesquels on a à peu près le même plan. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est forcément faux, ça ne veut pas dire qu'il faut l'éviter, ça veut dire très souvent que c'est le timing qui va changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas se planter globalement sur l'idée générale, mais le timing va être certainement à revoir et donc il va falloir accepter de jouer un petit peu des sous-vagues à des différents timings. Mais globalement, on va parcourir un petit peu cette lettre. Vous allez retrouver, si vous suivez mes vidéos, ce qu'on dit à peu près ces derniers mois. Mais peut-être que voilà, c'est dans un esprit de synthèse, donc je reprends ici. Donc Bank of America, ce qu'ils nous disent globalement, c'est que eux, ils continuent d'être baissiers sur les actions au premier semestre et qu'ils redeviennent acheteurs au deuxième semestre. Pourquoi? C'est assez simple, parce qu'ils jouent le fait que le marché va prendre peur sur la récession qui arrive, que cette récession ne sera pas soft, elle sera dure, et que donc, en gros, les taux obligataires vont baisser, donc le prix des obligations va monter, mais ce prix des obligations, en fait, il va monter surtout parce qu'on a peur de la récession, et donc globalement, on a un shift des capitaux qui va aller chercher de l'obligataire au détriment des actions qui va perdre des flux. Donc voilà, c'est là aussi où ce que je vous disais, c'est qu'il faut bien faire attention, c'est-à-dire que la prochaine fois que l'on voit les taux baisser, il faudra pas dire youpli olé, c'est parce que la Fed fait son pivot et parce que du coup on peut se remettre à acheter toutes les valeurs technologiques. Alors potentiellement oui, vous aurez une sous-vague, mais ce qu'il faudra bien se dire, c'est que si le prix des obligations monte un petit peu trop fort, trop vite, ça veut aussi dire que le marché prend peur et ne croit plus du tout à la récession douce, donc va sacrifier sur l'autel les valeurs cycliques. Mais il croit à une récession dure. Et à partir de ce moment-là, c'est un changement de paradigme quand même qu'il faut interpréter aussi comme le fait que les valeurs de croissance, mis à part peut-être une petite sous-vague, ne pourront pas résister non plus si le marché croit vraiment qu'on a une récession dure, si le marché donc se met à croire que la Fed a poussé trop loin et qu'on a peut-être des cadavres qui vont sortir, plus un risque d'une crise de la dette, ce genre de choses-là, puisqu'il ne faut pas oublier que le monde est beaucoup plus endetté que ce qu'il était dans les années 70, ce qui fait qu'on ne peut pas monter les taux comme l'on veut. La marge de manœuvre de la Banque Centrale Européenne est bien plus fine que la marge de manœuvre de la Fed, mais globalement 5% de taux sur le 10 ans américain c'est le grand max, et donc sur la Fed aussi, sur les taux courts, ça va être le grand max. 4,5, 5%, ça va être le grand max, parce qu'au-delà de ça, il y a des renégociations de la dette qui devront avoir lieu en 2024. Quand on regarde la majorité des entreprises qui ont pas mal emprunté sur la période Covid, on a cet élément-là. Ce qu'il faut prendre en compte également, c'est que jusqu'à présent, on avait énormément d'entreprises qui faisaient du buyback, donc racheter leurs propres actions. Or, ça va se tarir également, on rentre dans la récession, donc on a beaucoup d'entreprises qui commencent déjà à geler leurs investissements, à geler leurs embauches, et la prochaine étape, évidemment, c'est qu'il n'y aura pas de nouveau plan de buyback, aussi peu cher les actions soient-elles. On va essayer de garder le cash, évidemment, pour survivre, pour essayer d'aller racheter peut-être des compétiteurs qui sont en mal, être opportuniste comme dans toute crise. Donc ça, voilà, c'est l'élément. Et évidemment, sur le second semestre, le but, ça sera de jouer le fait qu'on rentre dans la récession et que la Fed commence à parler de la baisse des taux et donc de commencer à rejouer les actions sur le jeu de la baisse des taux de la Fed. Alors, il faudra faire bien attention parce que, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, dès que la Fed est un petit peu plus dovish et un petit peu plus calme, les actions explosent. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours énormément de liquidités. Et en gros, c'est comme ce qu'on avait connu fin 2018, début 2019. Quand vous avez la Fed qui fait son pivot, mais globalement qui monte moins les taux ou qui fait une pause dans la hausse des taux, dans un marché qui est toujours en croissance, peut-être faible, mais toujours en croissance, en inflation qui décélère, c'est très bullish, c'est très haussier pour les actions. Mais lorsque la Fed fait exactement la même chose, donc a un discours dovish, mais vous êtes en récession,
Là, les actions, il ne faut pas s'attendre à ce que les actions montent plus que ça, parce que vous avez de manière inhérente la micro qui prend le dessus, c'est-à-dire, in fine, les bénéfices des entreprises. Et si ces bénéfices-là des entreprises sont rognés, si les marges sont rognées, eh bien, in fine, de toute manière, le marché a du vent de face, peu importe ce que fait la Fed, puisqu'il faudra des mois entre les décisions de la Fed et l'impact sur l'économie pour qu'on voit le bout du tunnel. C'est pour ça qu'il faut bien faire la différence entre les réactions, on va dire, en quasi temps réel, lorsque les marchés pensent que la Fed va être beaucoup plus encline à être dovish, dans un marché qui a encore toutes ses liquidités parce qu'il n'est pas encore entré en récession et donc où on peut jouer tous les coups, en gros, et un marché où on est en récession, où en gros les liquidités sont rares et donc on est obligé de faire des choix et surtout on sait très bien qu'on ne va pas se ruer sur l'achat juste parce que la Fed va décréter la baisse des taux parce que ça ne va pas s'inverser du jour au lendemain. Les entreprises vont continuer d'avoir du mal à sortir du chiffre d'affaires et des profits. Donc ça, voilà, ça il faut bien le garder en tête et globalement c'est ce que Bank of America aussi nous rappelle. Donc en gros, ils sont plutôt haussiers sur l'obligataire, et donc il ne faut pas omettre également donc, que les obligations et les actions rentrent en concurrence pour les flux, et donc 2023 pour moi également on devrait retrouver cette concurrence-là, et après ils redeviennent donc haussiers sur les actions et sur les crédits, et donc tout ce qui va être prêt aux entreprises, et donc globalement obligations plutôt étatiques, et ensuite on revient chercher les entreprises qui auront une visibilité un petit peu meilleure évidemment. Donc après, bon, ils rentrent dans les détails de la croissance, de l'inflation, etc. C'est pas vraiment important où ça va couper. Et donc du coup, ils remettent une couche sur, en gros, qu'est-ce qui se passe. Baisse du dollar, évidemment, si on parle d'une récession plus dure, ça veut dire que les taux à 10 ans vont baisser, le dollar va baisser, donc ça remet quelque part le spotlight sur les marchés européens si la guerre se termine, les marchés asiatiques, les marchés d'Amérique du Sud, et donc globalement tous les marchés qui profitent d'un dollar qui baisse par rapport à leur propre monnaie, et qui profitent aussi d'avoir énormément de cycliques, et donc de profiter aussi de cet aspect où on revient sur le vieux monde, à des actifs tangibles, etc. Donc du coup, en gros, on se dit sous-performance des marchés américains par rapport aux autres marchés émergents, entre guillemets, on va inclure l'Europe dans l'émergent, et également surperformance donc des matières premières. Alors on met le cuivre en premier lieu, puisqu'on parle de déficit d'offres, hein, même si la demande baisse un petit peu pour une récession, on parlera quand même de déficit d'offres, surtout parce qu'aujourd'hui, on a un découplage entre ce qui est en train de faire le monde occidental et par exemple ne serait-ce que la Chine qui va réouvrir, retenter de relancer sa machine et donc sa consommation. Voilà, et donc ça, ce sont pour moi les gros trucs. Et ensuite, l'or également qui revient, et je mettrai l'argent. Je pense pas qu'ils le mettent ici, mais pour moi, l'argent qui est, même si vous avez une dimension industrielle et donc une dimension d'impact récessionniste, pour moi, l'argent a un pouvoir de protection récessionniste et de surperformance par rapport à l'or plus puissant. Voilà, donc on va regarder, mais globalement, voilà, ils sont en train de partir très commodities, donc tout ce qui va être valeur industrielle, minière et base materials et ce genre de choses-là. Et du coup, si on rentre un petit peu plus dans le détail de leur top 10, c'est en gros, ils vont être acheteurs du 30 ans américain. On le voit ici, parce qu'ils jouent clairement que l'emploi va s'affaisser, qu'on va aller dans une récession plus dure que ce que l'on croit, que la Fed coupera ses taux, mais tard, hein, probablement fin 2023, donc le marché aura le temps de jouer à se faire peur sur la baisse des profits. Ensuite, on a l'inversion de la courbe des taux, en gros on valide la récession, ce genre de choses. On va donc être baissier sur le dollar, on va être acheteur sur les pays émergents, on va être acheteur également des obligations des pays émergents, on part sur des pays émergents qui ne sont
qui sont en bonne santé globalement. Ils partent sur des monnaies, donc ils partent sur la monnaie de la Corée du Sud. Ils jouent évidemment la réouverture de la Chine, ils jouent le Mexique également, ils rejouent en fait les relocalisations également. Donc ils sont acheteurs de valeurs chinoises, bon rien de neuf, on a déjà eu un bon avant-goût, je serais tenté de dire. Et après, voilà, ils jouent le fait que, évidemment, on arrive là maintenant sur les US, sur le fait qu'on a moins de liquidités. Les crédits également vont s'estomper et donc on va être obligé de rogner sur les placements et notamment éventuellement les trackers. Donc ça fait écho à une autre vidéo que je vous ai fait où ça peut être un flux vendeur sur les plus grosses pondérations des indices et donc les indices peuvent avoir du mal à faire quoi que ce soit, ce qui ne veut pas dire que la bourse sera inintéressante. Si on est actif, je pense donc qu'il faudra, en ciblant, si on est sélectif, on aura la capacité de pouvoir surperformer le marché, notamment avec des petites caps, des valeurs cycliques, ce genre de choses-là. Et encore une fois, ce qu'il faut bien dire, c'est que voilà, il ne faut pas croire que tout se met en branle comme ça sur l'année 2023 et que tout va très très vite. Non, c'est très certainement, il y aura des phases, et il y aura des phases correctrices, des sous-vagues, et petit à petit, on construit comme ça le gros de la vague. Ensuite, ils sont tout simplement acheteurs, on le voit, des industriels, des petites caps, on le voit, ils rejouent ça. Ils jouent le fait que voilà, on passe d'un monde déflationniste à un monde inflationniste, donc on va jouer les entreprises qui profitent et qui ont des actifs, et donc qui profitent quelque part de cette inflation, puisque leurs actifs suivent la hausse de cette inflation. On ne parle plus de l'inflation en mode Covid type 8%, mais on va parler d'une inflation qui est plus en mode linéaire, autour de 3,5% très certainement, pour les années à venir, et c'est ce qu'on va jouer. Et on part du principe que même si les banques centrales, en effet, vont redevenir accommodantes, elles ne seront plus aussi accommodantes que ce qu'elles ont pu être à la sortie de la crise Covid globalement, puisqu'on est en train de rentrer dans un nouveau normal où certes l'inflation va baisser, mais elle restera quand même à des niveaux plus élevés. Donc les taux également vont baisser, mais resteront à des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu ces dernières années. Donc, voilà, je suis globalement rien de plus que la logique également que j'ai. Et c'est peut-être ce qui me fait un petit peu peur. Là, le point 9 pour moi, c'est le point important. Je pense que j'ai dû écrire et j'ai dû faire une vidéo sur ça, sur le private equity, il y a une bonne année. La problématique que l'on va avoir maintenant, c'est qu'au fur et à mesure où les flux se tarissent, les liquidités se tarissent, on va avoir les poteaux roses et globalement on va retrouver tout un tas d'investissements qui étaient supposés investir dans un certain nombre d'actifs où on se rendra compte qu'en fait ils n'investissaient pas l'argent ou tout l'argent dans ces actifs-là, donc il n'y a pas la sécurité physique vis-à-vis des encours. On se rendra compte également dans le private equity qu'on a survalorisé ces entreprises-là et que lorsqu'on est dans un manque de liquidité, on va se retrouver avec énormément d'entreprises qui ont été survalorisées, qui ne font toujours pas de profit et qui vont devoir lever à nouveau des capitaux et qui n'arriveront pas à lever autant de capitaux. Donc ça peut également faire un petit peu de bruit, même s'il faut bien considérer aujourd'hui que le monde technologique et donc le private equity technologique, etc., dans le bassin de l'emploi, c'est pas majeur non plus. Hein. On parle de 3-4% un petit peu de l'emploi total. Donc c'est là aussi où il faut faire attention de ne pas dériver trop dans le mode crack, fin du monde, on va tous mourir, mais bien de prendre en considération qu'on est dans du deleveraging, donc on est justement en train de dégonfler la bulle, mais ce qu'on essaye d'éviter, c'est l'explosion. Et évidemment, c'est donc de manier ça un petit peu en mode équilibriste au niveau des banques centrales pour éviter l'explosion. Donc du coup, il faut faire très attention au private equity, tout ce qui va être crowdfunding, etc., aussi, il va falloir faire très attention parce qu'il suffit que vous ayez un certain nombre d'investisseurs qui veulent retirer leurs billes. En fait, la problématique, c'est que c'est très illiquide, donc c'est très difficile. Et même, je veux dire, si l'immobilier est favorisé dans cet ensemble d'inflation linéaire, il ne faut pas omettre également que ça reste
très illiquide. Tout ce qui va être SCPI également, c'est très illiquide. Donc en fait, il faut faire des choix et il faut vraiment être sélectif dans ce que l'on prend et faire très attention à ces SCPI qui sont par exemple concentrés dans une même ville ou sur le même type de quartier au sein d'une même ville, etc. Parce que voilà, la problématique, in fine, c'est pas réellement la valorisation des biens, etc. ou des sociétés. C'est si j'ai des investisseurs qui veulent retirer leurs billes, comment ça se passe? Parce que clairement, en fait, il n'y a pas suffisamment de liquidité pour se retirer, et c'est là où ça peut faire en gros en mode bank run. Donc c'est ça la vraie difficulté. Et après, donc même si on a un épisode de récession qui peut un petit peu faire peur aux banques, par exemple, on reste dans un cycle qui revalorise qui va revaloriser globalement aussi les valeurs cycliques et les banques, et notamment les banques européennes, qui sont très sous-valorisées, et notamment les banques françaises, même après leur hausse récente, qui sont assez sous-valorisées. Donc il va falloir bien pondérer globalement. Donc voilà, et il joue évidemment, je continue de ne pas être très positif sur les valeurs de croissance, ne serait-ce que pour des rebonds intermédiaires. On part du principe que le passé est le passé et on continue donc la rotation en gros cyclique versus valeur cyclique value, on va dire, versus les valeurs de croissance. Donc voilà pour en gros ces top 10, c'est des trades qui sont très contrariants. En gros, c'est on prend tout ce qui a marché dans le passé et on dit que maintenant ça va plus marcher. Je pars du principe que la vérité est certainement entre les deux. Ce qu'il faut prendre également, c'est qu'en fait on aura certainement des sous-vagues, mais ensuite on aura surtout des retours à la moyenne parce que le marché, la psychologie du marché met du temps à changer. Pourquoi? Parce que vous et moi, on va continuer de penser que ce qui a marché dans le passé continue de passer, et donc quand on va voir les trucs qu'on a aimé se faire démonter, on va donner du flux et essayer de racheter et donc on aura potentiellement une sous-vague. Mais petit à petit, on va casser ça, et donc petit à petit, lorsque vous êtes pris un espoir déçu, un deuxième espoir déçu, un troisième espoir déçu, vous finissez par comprendre la leçon et à ne plus du tout aimer, voire à haïr ce que vous avez aimé par le passé, et à vous mettre à aimer ce que vous avez haï par le passé et dont vous avez déjà loupé, en règle générale, la première phase, c'est-à-dire la première rotation. Et puis, quand tout le monde rentrera, que tout le monde vous expliquera que c'était ça qu'il fallait jouer ces dernières années, ça sera là où on activera globalement la fin de la vague et on reparlera d'une nouvelle sous-vague, peut-être une nouvelle fois la technologie, etc. C'est un éternel recommencement, et comme je vous ai expliqué dans de précédentes vidéos, rappelez-vous qu'il ne faut pas remonter à très loin. Dans les années 80, les États-Unis sous-performaient l'Europe. Dans les années 2000, après la bulle Internet également. Donc pourquoi pas une nouvelle fois, si l'Europe est capable de se mettre en phase pour une fois, de résoudre un petit peu un certain nombre de questions. Là aussi, c'est qu'une question de flux. C'est ça qui sera intéressant. Les sous-valorisations sont là, mais les sous-valorisations peuvent rester tant qu'il n'y a pas de flux qui reviennent. Donc ça nous fera une belle jambe. Tant qu'on dit que les valeurs européennes sont sous-valorisées, ça nous fait une belle jambe si personne nous suit. Donc c'est ce que je dis toujours en bourse, il ne faut pas être pionnier pour avoir raison, il faut quand même que ce soit suivi par le marché. Donc là, c'est l'idée, mais ensuite, l'exécution, ce sont deux choses différentes. Prévoir et exécuter, ce sont deux choses dans un espace-temps qui doivent avoir lieu à différentes échéances. Mais pour pouvoir bien exécuter dans le bon timing, il faut avoir prévu et préparé. Et c'est ce que je vous propose dans cette vidéo. N'hésitez pas à les liker, à les partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes d'accord avec un certain nombre de points, pas d'accord avec d'autres points? Est-ce que vous jouez d'autres choses pour l'année 2023? N'hésitez pas à proposer vos titres également. Je ferai une autre vidéo également, on rentrera un peu plus dans le détail de quelques titres que l'on peut proposer. Et également, on aura la grande messe où la communauté pourra proposer ses propres titres et j'essaierai de faire globalement une synthèse. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas louper les suivants. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut les graphes.